Alexis Cuvillier, Manuel Pidou-Lamaduère et les équipes BFM TV. À l'issue du Conseil, les ministres se font attendre. François Hollande les a réunis autour d'un apéritif pour ses 3 ans à l'Élysée. Eau et jus de fruits, la sobriété est de mise. À la sortie, personne ne s'attarde avec les journalistes. Le Premier ministre est le seul à rester. Avec le président. Attendez-moi, Pour l'occasion, Stéphane Le Foll a ressorti les 60 engagements du candidat Hollande en 2012. La réussite du quinquennat, le porte-parole y croit encore. J'ai rappelé ce qu'a dit le président de la République. Confiance, protection, progrès. Le sens à donner, c'est que les Français soient fiers de la France et qu'on poursuive les objectifs qui étaient ceux qui avaient été présentés lors de la campagne présidentielle. Le gouvernement tourné vers l'avenir, après 3 ans très difficiles. François Hollande franchit ce cap avec des records d'impopularité. 73% des Français désapprouvent son action. Jamais un président de la République n'a été autant rejeté. La chute est bien sûr générale, elle a été extrêmement rapide. Et dès l'été 2012, ça y est, l'érosion avait commencé. Et l'érosion a commencé, bien sûr, auprès des électeurs centristes qui avaient pu le rallier dans l'entre-deux tours. Mais très vite, ça va être dans le cœur même de l'électorat de gauche que la crise de confiance va s'installer. Salut Daniel, tu vas bien? Salut Daniel, ça va? Alors? Ces 3 militants socialistes de Saône-et-Loire ont voté pour François Hollande. Aujourd'hui, la déception est immense. Comme un quart des adhérents de 2012, Daniel a décidé de rendre sa carte du parti. On est un peu grand pour croire au Père Noël, mais on avait quand même cru à le discours du Bourget, le discours à Dijon, qu'on avait été voir ensemble. Mais je vois que toutes les 60 promesses de fête, il n'y a pas beaucoup de réalisées. Pour ces retraités, la trahison la plus grave, c'est le pacte de responsabilité et ses 40 milliards d'euros d'aide aux entreprises. Ça, moi, ça me reste en travers. Donner de l'argent pour aider une entreprise qui est en difficulté, ok. Hein? Donner de l'argent sans contrepartie du tout, franchement, c'est idiot. Il reste 2 ans, certes, mais je doute maintenant qu'en 2 ans, on puisse appliquer, enfin, prendre un virage vraiment à gauche, tout simplement, parce qu'on a plutôt l'impression d'aller plutôt vers la droite aujourd'hui. Revenir vers le cœur de la gauche, cela passe aussi par les jeunes. Ils avaient massivement voté pour François Hollande. À l'époque, 70% des 18-24 ans le plébiscitaient. Ils ne sont plus que 27% à être satisfaits. Pour marquer ce 3e anniversaire, le chef de l'État a choisi de participer à un débat avec eux. J'avais donné comme priorité pour mon quinquennat la jeunesse. Nous avons cette particularité dans notre pays d'avoir plus de jeunes par rapport à la population que nos voisins européens. Et c'est un atout considérable, à la condition qu'on puisse donner à cette jeunesse la capacité de se réaliser, de s'accomplir. Cette intervention, c'est la confirmation d'une stratégie. Le président de la République veut renouer le lien avec la jeunesse. Interview dans un nouveau magazine, émission sur Canal+, un moyen de préparer déjà 2017. Dans son entourage, beaucoup y croient encore. À la veille des 3 ans, ils étaient 200 Hollandais à se rassembler, à l'initiative de Stéphane Le Foll, décidément très mobilisé. Alors après, 2017, on est en 2015, donc on a encore un peu de temps. Maintenant, il faut qu'on ait cette volonté, je l'ai dit, de défendre ce qu'on a fait et de le faire avec fierté. Officiellement, François Hollande n'a pas pris la décision de se représenter, mais ses proches n'ont aucun doute. Le président parie sur l'amélioration de la conjoncture économique et sur la stature d'homme d'État qu'il continue de construire. Depuis les événements du 11 janvier, il habite
où il semble habiter, aux yeux d'un nombre important de Français, davantage la fonction présidentielle, j'allais dire dans sa dimension classique. Donc c'est là-dessus, certainement, sur ces différents leviers, que le président va agir. Sur l'hypothèse d'une nouvelle candidature, le président de la République se sait dépendant de l'emploi. François Hollande en a pris l'engagement. Il ne se représentera que s'il arrive à inverser la courbe du chômage. Bonsoir Thierry Arnaud. Bonsoir Jean-Baptiste. Chef du service politique BFM TV. Bonsoir Quentin Spooner, bienvenue. Bonsoir, vous êtes merci. étudiant, président de la Fédération Intercampus de Reims. Bonsoir Noria Boubaya. Vous êtes assistante en communication. Vous avez fait votre service civique il y a 3 ans. Et vous êtes là parce que cet après-midi, vous étiez au Conseil économique et social aux côtés de François Hollande. Il a choisi de parler à la jeunesse pour ces 3 ans, Thierry Arnaud, le chef de l'État. Pas franchement étonnant puisqu'il a parlé à la jeunesse en arrivant à l'Élysée en fait. Oui, c'était un retour aux sources en quelque sorte. Il a surtout parlé beaucoup de la jeunesse, Jean-Baptiste, pendant sa campagne présidentielle. Il en avait fait l'axe de sa campagne. Il en avait fait l'un des moteurs de son fameux discours du Bourget. Et il avait même annoncé à ce moment-là qu'il y avait un seul critère sur lequel il souhaitait être jugé à la fin de son quinquennat. Et ce critère, c'était de savoir si, en 2017, les jeunes Français vivaient mieux qu'en 2012. Comment vous avez été choisi, Noria? Comment vous êtes retrouvé au Conseil économique et social aujourd'hui? Alors moi, je fais partie d'une association, je suis assistante de communication dans l'association Unicité, dans laquelle j'ai effectué mon service civique il y a 3 ans. Et en fait, on a tous été motivés pour participer. Il se trouve que j'étais disponible à ce moment-là, alors voilà. Et vous, comment vous êtes retrouvé là? Intercampus est adhérent à la Fédération des associations générales étudiantes, qui est membre des organisations de jeunesse du CESE. Et donc du coup, ils cherchaient des porteurs de projets innovants et qui sont sur le terrain directement, sur les territoires. Donc du coup, ils nous ont proposé d'intervenir et poser une question au président de la République pour améliorer les conditions de vie des étudiants, ou en tout cas trouver des solutions pour y arriver. Alors Thierry le rappelait à l'instant, la jeunesse était la priorité du chef de l'État. On a fait un peu plus des 2/3 de la route. Après 3 ans, est-ce que vous êtes conquis, satisfait? Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent, Noria? Je pense que tout n'est pas parfait. Maintenant, il y a des dispositifs d'engagement qui sont très forts et pour lesquels François Hollande a permis en tout cas le développement de ces dispositifs. Je pense lesquels, notamment par exemple, au service civique. Je pense que ces engagements sur ce dispositif sont très forts et vont permettre en tout cas à une partie de la jeunesse de pouvoir s'engager citoyennement. Et je pense qu'on attend beaucoup des politiques, mais aussi il faut attendre des citoyens. Et ce message aussi au CESE de François Hollande était très fort. La jeunesse et les citoyens doivent aussi s'engager. Et c'est à nous aussi de prendre notre part de responsabilité au sein des associations sur le terrain et de montrer réellement qu'on est un pays fort et soudé. Je m'adresse aussi à l'étudiant, celui qui va chercher du travail, qui va s'engager dans la vie. Vous aussi, vous êtes plutôt satisfait de ces 3 années pour l'instant de quinquennat? Je serais un peu plus nuancé sur le volet des conditions de vie étudiantes. Les dernières enquêtes montrent qu'il y a une précarité qui augmente d'année en année. Certains actes sont intéressants car ils vont apporter des solutions aux étudiants, mais sur le fondement, sur l'accès aux soins, sur les bourses, il y a encore beaucoup de choses à faire pour permettre aux étudiants de vivre un peu plus sereinement, parce qu'aujourd'hui beaucoup sont obligés de se salarier. On est un étudiant sur 2 qui est parfois obligé de se salarier sur les campus. Donc il y a du travail, il y a encore beaucoup de travail. Le président Hollande a encore 2 ans devant lui. Aujourd'hui, il nous a fait des promesses sur plusieurs volets. Au-delà de l'engagement, il y a aussi sur la santé, sur le logement. Donc il faut arriver à mettre l'essai et apporter des solutions concrètes et que la vie des étudiants, comme l'a dit tout à l'heure votre journaliste Thierry Arnaud, que la vie des étudiants en 2012 soit nettement mieux améliorée en 2017 et surtout que l'accessibilité de l'enseignement supérieur, qui est un cheval de bataille du président, soit assurée. Parce que c'est ça aujourd'hui, c'est que des étudiants ne peuvent pas continuer leurs études. Si on regarde après 3 ans, Thierry, sur un constat objectif, il en est où de ce chemin vers la jeunesse? Alors écoutez, il a fait un certain nombre de choses. Il a dépensé des milliards d'euros pour le service civique. 35 000 jeunes qui sont concernés par le service civique aujourd'hui. Il a beaucoup misé aussi sur ce qu'on appelle les emplois aidés, les emplois d'avenir, les contrats de génération. Il a commencé des réformes de l'éducation. On a parlé de la réforme du collège tout à l'heure avec Véronique Fèvre.
mais c'est vrai que de ce point de vue, il n'a pas véritablement transformé les choses. La vraie difficulté aujourd'hui, et vous avez prononcé un mot qui est très important, c'est celui de précarité. Les jeunes en France sont toujours frappés par une très grande précarité. Le taux de chômage des moins de 25 ans est très élevé, il est de l'ordre de plus de 20%, c'est un chiffre qui est très élevé, qui est un des plus élevés d'Europe. Et puis, il y a surtout, dans ce système éducatif dont on parlait à l'instant, des inégalités qui se creusent de manière très spectaculaire. Le système éducatif français, il produit chaque année 150 000 jeunes sans le moindre diplôme. Et d'ailleurs, au discours du Bourget dont je vous parlais tout à l'heure, François Hollande s'était engagé, d'ici la fin de son quinquennat, à diviser ce chiffre par 2. Au moment où je vous parle, on n'en prend pas le chemin. À côté de ça, à l'autre extrême, si vous voulez, il y a toujours les grandes écoles, les meilleures universités qui continuent de produire des jeunes diplômés, qui ont de bonnes perspectives professionnelles, qui sont parfaitement à l'aise dans le monde d'aujourd'hui. Mais vous voyez que l'écart entre les deux se creuse. À quoi ressemble la France de 2015 selon vous? Parce que vous nous parlez de service civique, vous nous parlez d'étudiants, vous avez raison, vous êtes aussi des citoyens. Elle ressemble à quoi cette France? Vous reconnaissez en tant que jeune Français dans cette France dirigée par François Hollande? Je pense qu'on a notre part à prendre dans la France d'aujourd'hui, mais celle aussi de demain. C'est-à-dire que je pense que n'importe quelle politique qui est au pouvoir, en tout cas moi en tant que citoyen, je me sens acteur de cette France-là. J'ai envie de la faire évoluer et je le répète, j'ai envie de la faire évoluer aussi sur le terrain. Je pense que le chômage et la précarité, ce sont des réalités. C'est des réalités très dures à accepter et je pense aussi que... Ce sont des réalités violentes, Thierry Arnaud, très violentes, et je pense qu'il ne faut pas aussi attendre toujours des politiques et il faut aller à l'avant sur le terrain et s'engager citoyennement dans des associations. À l'image d'aujourd'hui, c'était un format assez intéressant. On était 8 jeunes avec un profil totalement différent, avec des idées et parfois même un engagement totalement différent. On a pu interroger sans vraiment de modération le président de la République qui a pris des engagements ou au contraire nous a dit que certaines choses n'étaient pas possibles sur ce qu'on revendiquait. Néanmoins, c'est ce format qui doit subsister où au-delà d'écouter les jeunes, il faut aussi les faire participer à la construction des politiques publiques. Et c'est aujourd'hui, je pense, dans le discours de François Hollande, ce qu'on peut retenir, c'est que la jeunesse doit participer activement sur la construction des politiques publiques avec les assises de la jeunesse qui ont été annoncées par le président. Il ne faut pas que seulement que ce soit les jeunes qui construisent, mais aussi les autres, le reste de la société civile et que ce soit une co-construction ensemble. Et là, on arrivera à trouver des solutions. Mais il faut que les jeunes soient acteurs, de vrais acteurs. On est à 3 ans de son arrivée, on est à 2 ans de la prochaine élection. Thierry Arnaud, ne soyons pas dupes, lui affirme qu'il va réformer jusqu'au bout, il a sans doute envie de le faire, mais il y a quand même une élection qui se profile. Il est le plus impopulaire président de la Ve République. Est-ce que cette inversion de courbe-là, il peut la réussir? Écoutez, elle va être difficile, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles il mise beaucoup sur la jeunesse. C'est pour revenir à une de ses promesses de campagne, mais c'est aussi parce qu'il a une marge de progression spectaculaire. Il organise son plan de communication, il choisit les magazines auxquels il parle, il choisit les émissions de télévision auxquelles il participe, il choisit les manifestations comme celle d'aujourd'hui auxquelles il se rend, en fonction de cet objectif-là, qui est aussi, effectivement, à 2 ans de l'élection présidentielle, un objectif politique. Et d'ailleurs, ça marche plutôt pas mal. Si on regarde le dernier sondage qui va paraître demain matin dans Les Échos Radio Classique, est un sondage CSA, on s'aperçoit qu'il y a une toute petite remontée de la popularité de François Hollande, mais chez qui gagne-t-il le plus de points? Eh bien chez les jeunes, figurez-vous. Il en gagne 3 chez les 18-24 ans, il en gagne 9 chez les 25-34 ans, et ce sont les classes de la population où son taux de popularité est le plus élevé. Il est de 34% selon ce sondage donc à paraître demain. Donc l'une des clés de la victoire en 2017 pour François Hollande, c'est aussi de convaincre les jeunes d'aller voter pour lui. C'est vous. Et il y a cette mise en perspective qui peut être terrible ou drôle selon la façon dont on voit les choses. Jeudi, demain, ça fera 20 ans que Jacques Chirac a été élu pour la première fois président de la République. Lui, il est jugé le président le plus sympa de l'histoire de la Ve République, à l'inverse de Jacques Chirac. Ma question, elle est simple. Est-ce que vous le trouvez sympa, vous, François Hollande? Est-ce que vous êtes convaincu par l'homme que vous avez rencontré? C'est un homme politique très agréable à rencontrer, c'est quelqu'un de très sympathique, qui donne la parole aux jeunes. Et je pense que c'est quand même très important de le rappeler. Comme a dit Quentin, je tiens à souligner que cet après-midi, au CESE, on a eu la chance d'être invité au Conseil économique, social et environnemental. Et je pense qu'effectivement, ce genre d'instance et ce genre de rendez-vous avec la jeunesse fera nettement avancer les choses si les politiques nous écoutent davantage. Mais il a un peu brisé la glace. Vous avez senti un homme disponible, vous, Noria, quand vous vous êtes adressé à lui? Oui, c'est un homme très, très disponible, très avenant, très gentil. Quel est votre sentiment, Quentin? Satisfait du dialogue avec lui, très ouvert.
Il ne nous a pas fait de promesses, hein. Par exemple sur notre proposition pour la couverture maladie universelle complémentaire, elle a donné de droits à l'ensemble des étudiants boursiers, pour 600 000 boursiers. On n'a pas eu de promesses, il ne s'est pas engagé alors qu'il aurait pu s'engager, il aurait pu nous donner une parole et pas forcément d'actes. Donc du coup là-dessus, il a été très agréable, donc on a pu discuter après avec lui, donc hors caméra, même il n'y a pas eu de changement de comportement avec nous, il a été disponible pour tous les jeunes qui étaient présents et c'était une assemblée constituée beaucoup de jeunes à la différence. Je pense que la moyenne d'âge a dû baisser de 30 ans aujourd'hui au CESE, donc c'était assez intéressant là-dessus. Ouais, je vous confirme, François Hollande, c'est quelqu'un de sympathique. Quand on discute avec lui, on passe toujours un bon moment agréable et un moment intéressant. Ça ne suffit pas forcément à faire un bon président de la République. Vous venez d'essayer de vous faire passer pour un jeune, à l'instant. Ah non, je suis beaucoup plus âgé. Malheureusement beaucoup plus âgé. C'est pas vrai du tout. Merci Thierry, merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir en direct dans Grand Angle sur BFM TV. Un mot de politique encore ce soir. Marine Le Pen était à Prague aujourd'hui. La présidente du Front National a réagi pour la première fois depuis la suspension de son père et ses attaques très dures à son encontre. Valérie Béranger, David Coulomb. À peine arrivée au pupitre, Marine Le Pen est interpellée. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse. Marine Le Pen tente l'humour. Quels que soient les pays, on reconnaît les démocrates. Même à Prague, la présidente du Front National est questionnée sur sa brouille familiale. Jean-Marie Le Pen est libre de faire ce qu'il veut. C'est un citoyen et s'il souhaite monter un autre mouvement, eh bien il le fera. Moi, je ne crains aucune nuisance. Je pense que les événements qui ont eu lieu ont été douloureux, mais ils étaient une clarification absolument nécessaire et incontournable. Et là aussi, Marine Le Pen doit se justifier de nouveau sur les propos de son père concernant les chambres à gaz. Ça fait 30 ans que je réponds à cette question. J'ai été extrêmement claire sur ce sujet. Moi, je considère que les chambres à gaz ne sont pas un détail, c'est un symbole. J'ai déjà eu l'occasion à de multiples reprises de l'exprimer. Je le refais pour la 1665e fois. À cela s'ajoutent les affaires, comme la mise en examen du micro-parti baptisé Jeanne. Rien à nous reprocher dans le processus de financement des élections. Autant d'événements qui tombent mal, à l'heure où Marine Le Pen cherche à prendre de la hauteur sur la crise interne à son parti et à développer une légitimité internationale. Veille de scrutin en Angleterre, les législatives ont lieu demain. En Grande-Bretagne, elles s'annoncent comme un des scrutins les plus serrés depuis des dizaines d'années. Bonsoir Patrick Sauce, envoyé spécial BFM TV à Londres.